Fait que ça, comme Jean-Nicolas l'a dit, c'est Zachary. Là, aujourd'hui, le talk, c'est sur les différentes certifications en cybersécurité, puis un peu comment se préparer pour rentrer dans le marché du travail en cybersécurité. Fait que un peu ça, une revue de différentes certifications, puis les conseils sur comment réussir ces entrevues et trouver un poste en cybersécurité. Fait que pour me présenter un peu, c'est ça, comme Jean-Nicolas a dit, mon nom c'est Zachary, je travaille avec Jean-Nicolas au COCD de la santé depuis maintenant, ben là, il est écrit 3 ans, c'est plus 4 ans en réalité, là. J'ai fait cette présentation-là en mai dernier. Fait que petit disclaimer, j'ai retravaillé les slides cette semaine, mais ça se peut qu'il y ait certaines affaires qui m'aient échappé parce que le milieu bouge vite. Fait que voilà. Donc c'est ça, ça fait plus de 4 ans que je suis pentester, plus que je fais un peu d'incident response pour le COCD de la santé. Fait qu'en gros, on gère la sécurité de tout ce qui est pour le réseau de la santé au Québec. Sinon, à part de ça, j'ai fait mon baccalauréat par cumul en cybersécurité à Polytechnique. J'ai gradué en mai de l'année dernière. Puis, dans mes temps libres, je suis un grand fan de Hack the Box, puis tout ce qui est CTF, plateforme, etc. Fait que, je fais pas mal de box, des CTF aussi. Fini top 5 à NordSec avec Polytechnique l'année dernière. Fait que, voilà. Fait que la présentation va se séparer selon les deux principales sphères en cybersécurité, c'est-à-dire l'opérationnel et la gouvernance slash sécurité de l'information. Fait que, puis là, petit disclaimer encore une fois, euh, j'ai essayé de couvrir le plus large possible, mais la gouvernance et la sécurité de l'information, c'est vraiment pas mon trip puis pas mon fun, puis ça me dégueule un peu. Fait que c'est couvert dans la présentation, mais ça se peut qu'il y ait un petit biais cognitif. Fait que voilà, mais il va y avoir une partie couverte que ça et il n'y a pas de jugement si c'est ça que vous aimez, les goûts sont dans la nature. Fait que voilà, pour commencer, on va parler des certifications en cybersécurité opérationnelle. Fait que moi, j'aime bien les séparer selon trois catégories distinctes. Fait que ce soit le côté Blue Team, fait que plus le côté défensif de la sécurité. Fait que tout ce qui est incident response, surveillance, gérer les alertes, faire du threat hunting, du forensic, etc. Et le côté Red Team, qui est plus le côté offensif. Fait que tout ce qui est test de pénétration, Red Team Assessment, piratage éthique, etc., etc. Puis, il y a une petite partie Purple Team le Purple Team vient un peu à mixer les deux, pour nous Purple, le rouge plus bleu. Fait que c'est mélanger le côté offensif et défensif. Fait que, par exemple, faire des tests, puis après ça, aider l'équipe en place à sécuriser comment vous avez fait pour rentrer dans les systèmes, etc., etc. Fait qu'on va commencer par les certifications en Red Team. Donc, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs organismes qui offrent des certifications une fois que vous avez fini sur le marché du travail. Ben, sur les études, puis que vous êtes rendu sur le marché du travail. Donc, on va faire un peu le tour des compagnies majeures pour commencer, juste pour avoir un bon aperçu de ça ressemble à quoi l'écosystème. Fait que la première compagnie, qui est une des plus reconnues puis des plus populaires, c'est OffSec. OffSec, ça fait des années qu'ils sont là. C'est eux qui ont, si vous connaissez un peu, c'est eux qui ont lancé Kali Linux. C'est des pionniers du domaine. C'est les premiers à offrir des outils de sécurité offensif. Puis ils offrent aussi des formations depuis des années qui sont très reconnues dans le milieu. Donc, la plus populaire, souvent, c'est l'OSCP/OSEP. Donc, les PEN 200, 210, PEN 300. Ça, c'est des certifications qui visent à te spécialiser dans tout ce qui est pen test interne. Fait que vraiment, un peu comme on peut voir dans Hack the Box. Fait que tu pars dans un environnement interne, puis tu essaies de pivoter dans l'infrastructure pour gagner des accès, puis éventuellement contrôler l'infrastructure. Fait que voilà, tu as aussi l'OSWA, l'OSWE ou Web 200, Web 300. Ça, c'est le même principe. En passant, les 200-300, c'est comme, mettons, introduction avancée. Fait que le 200, tu te fais avant le 300, puis après ça, bref. Fait que voilà, puis ça, c'est plus concentré sur les attaques web. Fait que tout ce qui est pentesting web pour les gens qui aiment le web. Après ça, tu as d'autres certifications aussi comme EXP 301, 312, 412. Ça, c'est plus pour le côté malware development. Fait que pour tous ceux qui voudraient pousser un peu plus leurs skills de Red Team, ben c'est sûr que c'est facile d'utiliser des tools open source puis que bien de la communauté. Puis mais une fois que tu rentres dans des Red Team Assessment plus sérieux avec des EDR puis des affaires comme ça, ben évidemment, tout ce qui est open source, ça se fait flaguer directement par les EDR parce que
tous les vendeurs ont accès à la signature. Fait que c'est important d'être capable de faire ses propres tools puis de comprendre un peu comment ça fonctionne, puis pouvoir comme ça contourner les mesures. Fait que ça, ces cours-là, c'est vraiment plus pour ça. Fait que 301, c'est plus une introduction au malware development, fait que comment développer ses malwares, comment faire un malware. 312, on commence à rentrer dans l'obfuscation. Fait que comment offusquer ses payloads pour ne pas se faire trouver puis se faire flaguer par les EDR. Puis 412, on met tout ça ensemble, puis on commence à exploiter avec des vrais malwares qu'on a développés. Une autre compagnie que j'aime beaucoup, c'est Hack the Box. Ça fait pas longtemps que se sont lancés dans les certifications, mais honnêtement, c'est vraiment des bonnes certifications parce que, comparément à OffSec, ils coûtent vraiment beaucoup moins cher. Et les examens sont, je dirais pas plus faciles en termes de contenu, mais sont plus agréables à passer. En fait, je vous explique. OffSec, l'examen, c'est 24 heures. Ben, 48 heures. Fait que tu as 24 heures pour hacker 6 machines, puis 24 heures pour faire ton rapport direct après. Fait que c'est très time consuming, puis beaucoup de pression reliée à ça parce que, veux pas, en 24 heures, c'est facile de se brûler, de manquer des affaires, de tomber en spiral loop, de comme, oh merde, je suis nul, je t'ai chié, j'ai rien trouvé pendant 8 heures de suite, puis tu sais, juste rentrer là-dedans. Tandis que Hack the Box, eux, ils font ça différemment. Ils te laissent une semaine pour attaquer les machines. Fait que tu as une semaine pour comme, faire ton examen à l'heure que tu veux, quand tu veux. Fait que ça te laisse un peu plus de temps pour respirer, puis pour juste tout reprendre tes esprits. Puis c'est aussi pas mal moins cher qu'OffSec. La contrepartie, c'est ça, c'est que c'est un petit peu moins connu pour l'instant que OffSec, mais honnêtement, dans les années à venir, j'ai l'impression que ça va pas mal devenir la référence. Fait que, bon, si on fait le tour un peu, tu as le CPTS, fait que Certified Pentester, qui est l'équivalent de l'OSCP chez OffSec. Fait que c'est pour les pentests internes. Tu as le CWS, qui était autrefois appelé le CBBH, fait que Certified Bug Bounty Hunter. Ils l'ont renommé pour CWES, pour Certified Web Exploit. Fait que, en gros, c'est l'équivalent de l'OSW chez l'OSWA, OSWE chez OffSec. Fait que c'est tout ce qui va attaquer au web. Après ça, tu as le CWEE, Web Exploit Development, fait que un peu comme le XP chez OffSec pour le déploiement de malware. Puis le CAPE qui est plus côté Blue Team, voilà. Tu as aussi d'autres compagnies. Il y a INE Security. Donc, ça l'offre des certifications que j'appellerais plus d'entrée de jeu. Fait que c'est vraiment plus pour les beginners, pour qu'on puisse faire la main là-dedans puis commencer à toucher à ça. Donc, il offre le JPT, qui est Junior Pen Tester. Fait que, pour comparer, mettons, à ce que j'ai présenté avant, je dirais que c'est comme le niveau avant l'OSCP. C'est vraiment pour juste te donner une méthodologie de travail, comprendre un peu c'est quoi le pentest, certains outils, puis commencer à toucher à ça. Après ça, tu as le ECPPT, qui est le Certified Pen Tester, qui lui aussi, encore une fois, est un petit peu plus développé que le JPT, mais encore une fois, on est loin du niveau technique que tu vas chercher avec une certification de OffSec ou Hack the Box. Puis tu as le EWPT qui est la même affaire pour le web. Encore une fois, c'est vraiment une introduction au web. Tu vois les principales attaques, comment faire un pentest web, mais c'est vraiment plus pour te donner une méthodologie que vraiment des skills techniques que tu peux appliquer. Oui? Oui, c'est reconnu. Oui. Bon, les certifications à éviter maintenant quand tu vas niveau Red Team, c'est quand tu fais une certification, veux pas, c'est un engagement de temps et d'argent. Tu sais, ça coûte, je n'ai pas parlé de prix encore, mais tu sais, pour OffSec, c'est environ 2000 $ la certification. On parle de cours plus examen. Même chose avec The Box, on est plus autour des 1200 $. Mais c'est ça, c'est beaucoup de temps et d'argent d'investi. Vous avez la chance qu'il y a plusieurs employeurs qui offrent et qui payent ces formations-là une fois que tu rentres dans le marché du travail. Fait que ça, c'est vraiment bien. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un employeur qui paye ça. Puis c'est pas tout le monde non plus qui est capable d'avoir une job sans avoir ces certifications-là. On en reparlera plus tard. Fait que bref, quand vient le temps de choisir cette certification, c'est vraiment important de, comment dire, s'assurer que, ça va répondre à notre besoin qu'on veut.
Fait que, tu sais, je dis n'importe quoi, mais si moi, dans la vie, je veux faire du pentest interne, c'est ça que je veux faire. Mais je n'irai pas faire une certification dès le début vers du pentest web si je le sais que dans ma vie, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'interne. Ce serait contre-productif parce que tu perds de l'argent, tu perds du temps à te former dans quelque chose que tu le sais, oui, ça va peut-être te servir, mais éventuellement, ça te sert pas, ça ne dessert pas ton but premier qui est de te former dans ce que tu veux être pour travailler là. Les autres affaires à éviter, c'est toutes les certifications qui te vendent des cours, etc., mais qui ne sont pas forcément reconnus dans le milieu. Tu sais, là, je vous ai nommé je dirais les trois principales compagnies qui offrent vraiment des certifications techniques puis qui sont reconnues sur un CV, qui ont du poids. Le reste, c'est plus compliqué à aller chercher. Mettons je dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que tu vas rien apprendre dans ces certifications-là, mais je dis juste que ça a beaucoup moins de poids sur un CV. C'est niaiseux, parce que probablement qu'il y a plein de certifications moins chères que ça qui au final, offre le même package technique, fait que tu sors avec les mêmes connaissances, sauf que le problème, c'est qu'une fois arrivé devant les RH, devant les CV, ben ça fait juste moins de poids. Puis souvent, ça va te coûter quasiment le même prix ou aussi cher pour la même affaire. Fait que c'est pas mal les pièges principaux à éviter quand on commence à regarder sur j'aimerais ça me former après l'université ou en session d'été, whatever. Bon, maintenant, les certifications en Blue Team. Fait que j'avais mis un disclaimer. Puis le disclaimer, c'est que les certifications Blue Team, c'est intéressant, mais c'est pas forcément nécessaire. Puis quand je m'explique là-dessus, c'est que c'est pas mal plus reconnu quand tu vas dans le côté offensif d'aller chercher des certifications parce que c'était historiquement des skills qui étaient pas mal plus difficiles d'aller chercher par soi-même. Là, avec l'avancée de toutes les plateformes comme Hack-the-Box, TryHackMe, etc., c'est rendu beaucoup plus grand public, beaucoup plus facile, mais la culture est un peu restée la même, c'est-à-dire que sans certification, c'est dur de prouver ses skills techniques. Puis, c'est tellement un job qui est sensible et que tu as besoin d'avoir du gros technique que c'est resté un peu dans la culture. Par contre, c'est pas tout à fait vrai pour le côté Blue Team. C'est beaucoup plus facile de rentrer en Blue Team avec juste une bonne base solide de TI pure puis quelques notions de sécurité que l'inverse en Red Team. Fait que les certifications que je vais présenter, c'est toutes des certifications que je trouve personnellement qui sont intéressantes et qui ont une plus-value, mais comme je dis comme disclaimer, c'est pas une obligation. Donc, OffSec offre des certifications Blue Team aussi. Donc, ils ont leur SOC 200 qui, en gros, te familiarise avec un environnement de SOC, fait que ce soit un CIEM pour la gestion d'alerte, un Suricata pour la détection, fait qu'il te familiarise à travailler avec un toolset qui pourrait être semblable à une entreprise. Puis ça, c'est une autre raison de pourquoi les certifications Blue Team, des fois, c'est un peu compliqué à aller chercher. C'est parce que tu ne sais pas dans quelle entreprise tu vas tomber forcément. Puis tu ne sais pas c'est quoi la technologie qu'ils utilisent dans cette entreprise-là. Fait que, si on prend l'exemple, par exemple, du SOC 200, le SOC 200 va te former sur tout ce qui est la suite Elastic. Fait que Grafana, il utilise il utilise Grafana comme CIEM, il utilise Suricata, plein d'outils open source. Mais en contexte d'entreprise, c'est pas mal plus rare ça existe. Il y en a plein d'entreprises qui roulent sur de l'open source puis ça va bien, mais on va souvent avoir affaire à des solutions commerciales en entreprise. Fait que, tu sais, oui, ça donne une bonne base. Tu as appris la logique, comment comprendre, mais en tant que tel, ton expérience que tu es allé chercher avec ces outils-là, ben, tu ne peux pas tant l'appliquer dans ton entreprise parce que ce pas ces outils-là que tu utilises. Fait que c'est une autre des raisons pourquoi les certifications Blue Team, des fois, c'est un peu plus compliqué à aller chercher. C'est parce que tu n'as aucune. Tu sais, en red teaming, si tu apprends un tool, tu es sûr que tu vas pouvoir l'utiliser dans tous tes pentests. Ça, il n'y a pas de stress. Versus le Blue Team, tu peux pas perdre 3 mois à apprendre Elasticsearch. Comme j'ai dit, c'est pas perdu parce que c'est des skills qui se transfèrent bien. Mais tu arrives dans ton entreprise, puis tu utilises Sentinel, puis toute la suite Microsoft, ben, tu n'as jamais touché là-dedans, puis il faut que pas que tu repars de zéro, là, comme j'ai dit, mais tu repars de plus loin. Fait que bref, fin de la parenthèse. Après ça, tu as le Threat Hunting 200. Fait que pour apprendre c'est quoi le threat hunting, puis comment ça fonctionne. Puis IR 200, qui est Incident Response 200. Fait qu'il t'explique un peu c'est quoi les processus à suivre quand il y a un incident de sécurité, les bonnes pratiques à faire, puis comment gérer un incident. Même chose pour Hack the Box. Donc, tu as le CDSA, CWEE.
Fait que CDSA, c'est un peu comme l'équivalent du SOC 200 chez OffSec. Fait que tu apprends à utiliser les outils de SOC, à rechercher dans les logs, comment faire des corrélations. Puis le CWE, c'est pour du forensic. Puis là, on rentre dans la partie où que je vais pas plus parler d'entreprises privées qui offrent des formations directement, comme j'ai parlé un peu, sur leurs outils à eux. Fait que dans le milieu, mettons, de la sécurité, tu as comme on va dire trois acteurs principaux au niveau des SIEM. Fait qu'un SIEM, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui agrège tous tes logs et tes alertes de sécurité en un seul endroit. Fait que c'est comme une espèce de tour de contrôle où que tu peux voir facilement l'état de ton réseau, puis tout ce qui est incident de sécurité, log, alerte, etc. Fait que, il y a plusieurs compagnies qui offrent des CIEM, mais au final, dans le landscape des entreprises, on revient souvent au même. Fait que ce soit Microsoft qui est un gros joueur, tu as CrowdStrike avec leur ADR, Trend Micro. Fait que, ça revient tout le temps souvent au même. Fait que c'est pour ça que je recommande souvent la solution, la certification de Microsoft. Fait que celle-là, ça s'appelle Cybersecurity Architect. Fait que ça t'apprend comment utiliser les outils de Microsoft à leur plein potentiel. C'est des gars de Microsoft qui donnent la formation. Fait que, puis ils donnent un environnement de test où tu peux faire tes tests là-dedans. Fait que tu n'es pas dépendant de rien de ton côté pour faire les tests. Fait que ça te permet d'apprendre un environnement que tu sais que, que Microsoft, on ne se le cachera pas, ça doit être 60% du marché là, en cybersécurité. Là. Ils sont partout. Euh, la plupart des compagnies utilisent ça. Fait que c'est toujours bon de se former dans les outils qui sont le plus utilisés dans le marché. Puis là, on revient à la question un peu, c'est quelle certification choisir. Puis, comme j'expliquais tantôt, le but, c'est vraiment, il faut identifier qu'est-ce qu'on veut faire, puis c'est quoi notre but, c'est quoi la job qu'on veut acquérir, puis c'est quoi qu'on va chercher avec cette certification-là. Parce que, comme je l'ai expliqué un peu tantôt, c'est pas forcément, comme j'ai dit, ça coûte cher, puis c'est pas forcément toutes les certifications qui sont obligatoires ou comment je l'expliquerais ça? Par exemple, si tu as déjà une job, puis que tu sais que tu es bien à cette job-là, puis que ton employeur ne te paye pas il veut pas payer la formation, c'est correct. Ben, tu sais, as moyen d'aller chercher, mettons que tu te dis, j'aimerais vraiment ça avoir mon OSCP, mais j'en ai pas de besoin en tant que tel parce que j'ai déjà une job comme pentester, je suis bien là-dedans. Ben, tu as moyen d'aller chercher ce que l'OSCP peut te donner en faisant autre chose. Tu peux faire du hack de box qui est gratuit. Tu peux participer à des CTF la fin de semaine qui sont gratuits aussi. Tu n'as pas le moyen de développer tes skills puis de continuer à grandir puis à apprendre malgré le fait que tu as fini l'école. Fait que c'est vraiment ça. Les certifications, c'est un bon outil. C'est super pour apprendre une fois qu'on a fini l'école. C'est beaucoup plus technique que ce qu'on voit à l'école aussi. Souvent, je sais, j'ai fini mon bac moi avec. Ce qu'on nous montre à l'école, c'est plus apprendre à apprendre. Puis oui, il y a de la technique un peu, mais au final, la technique, elle évolue tellement vite dans le domaine que ce que tu as appris dans ton bac 5 ans plus tard, ça vaut quasiment plus rien, parce que surtout en sécurité encore plus, là, ça change tellement vite comme milieu. Fait que mon point là-dessus que j'essaie de dire, c'est que faut que tu sois convaincu puis que tu as un objectif clair avant de te lancer dans une certification. Puis parce que, comme j'ai dit, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, puis c'est quand même un gros investissement. Fait que faut vraiment avoir une idée précise et claire de ce qu'on veut faire, puis de qu'est-ce qu'on espère que ça nous amène. Fait que, par exemple, si tu te dis, là, je travaille dans un SOC, c'est en site, mais j'aimerais vraiment ça me diriger vers un côté Red Team, mais j'ai pas trop d'expérience, ben, là, ça peut faire du sens d'aller vers une certification. Tu vas apprendre. Ça va te prouver à ton futur employeur que tu as des skills qui sont techniques et pratiques qui peuvent s'appliquer à la job pour laquelle tu appliques. Fait que voilà. Puis comme j'ai dit, c'est ça. Il y a plein d'autres options qui ont du poids sur un CV sans passer par la certification. Fait que ce soit des gros finishes à des CTF connus. Il y a tous les gros CTF au Québec en personne, comme le Hackfest, le NordSec, le Hack, etc., etc. Mais tu as plein de CTF aussi sur CTF. Je ne sais pas si vous connaissez le site ctftime.org, mais tu as des CTF à chaque fin de semaine. Tu as moyen de te faire une équipe, puis de te faire un classement, puis de monter dans le classement. Fait que ça aussi, c'est un bon moyen de, un, apprendre, puis deux, avoir une certaine reconnaissance dans le milieu. Même chose pour les sites comme Hack the Box, RootMe, TryHackMe.
Fait que c'est tous des bons moyens d'apprendre, puis qui ont un certain poids sur un CV, veut pas. Puis un bon profil sur les différents sites de bug bounty aussi, ça peut être intéressant. Surtout le bug bounty, ce qui est le fun, c'est que plus tu deviens bon, c'est rémunéré. Hein? Fait que en plus d'apprendre, veux pas, tu gagnes de l'argent. Fait que ça, c'est toujours non négligeable. Fait que tu sais, il y a plein d'options autres que les certifications pour gagner des skills. Ouais, excuse, Bug Bounty, en gros, c'est des sites comme HackerOne ou Yes We Hack, etc. En gros, c'est des plateformes où que les compagnies privées appliquent. Puis c'est un espèce de contrat qui te dit, ou qui t'autorise à hacker certains de leurs sites web. Fait que tu as une liste très, très précise quand tu t'engages dans un programme. Fait qu'ils te disent tu as le droit d'attaquer ce site web-là, ce site web-là, ce site web-là. En contrepartie, il faut que tu nous rapportes toutes les vulnérabilités que tu vas trouver pour ces sites web-là. Puis si, une fois qu'eux, ils ont validé que c'est bel et bien une vulnérabilité puis qu'elle est exploitable, ben, ils vont te rémunérer en fonction de la criticité de la vulnérabilité que tu as trouvée. Fait que c'est un bon moyen de se pratiquer à pirater puis à se faire les mains là-dessus parce que, comme j'ai dit, en plus d'apprendre, tu n'as pas trop d'enjeux, c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Tu apprends sur un cas réel parce que c'est des vraies compagnies, c'est des vrais serveurs qui roulent en production. Puis en plus, si tu trouves des affaires, ben, ils te rémunèrent. Puis ça peut être très bien payé. Là. Il y en a qui vivent leur vie de ça à temps plein. Là. Fait que ça peut être une autre bonne piste de solution pour les gens qui veulent apprendre puis se mettre les mains là-dedans. Là. Quoi? De un bug, genre juste. Ouais, tu sais, pour un price range, des compagnies dans les programmes publics, les critiques, ça peut aller jusqu'à 10 000 $. Puis là, quand tu commences à te faire un nom puis que tu es invité dans les programmes privés, ça peut aller jusqu'à 100 000 $ le bug critique. Là, fait que, il y a du gros cash à faire. Puis, comme j'ai dit, il y a plein de gens qui gagnent leur vie juste en faisant ça à temps plein, là, puis qui gagnent très bien leur vie. Là, fait que, ça peut être une bonne option aussi pour les gens qui veulent commencer à mettre en pratique les skills qu'ils ont appris. Puis, comme j'ai dit, c'est une bonne plateforme d'apprentissage parce que tu te pètes les dents. C'est un environnement réel, tu n'as pas de personne qui va te prendre la main et qui va te montrer. Fait que des fois, c'est des bons moyens d'apprendre. Là. Bon, là, on est rendu à partir des certifications en gouvernance. Comme j'ai dit tantôt, pas de jugement, mais c'est ça. Ça peut que Fait que les prêts, c'est ça pour. Puis là, je me rends compte que tu allé un peu vite, là, mais ça, la gouvernance versus l'opérationnel, la grosse différence, c'est que la gouvernance, c'est les gens qui vont faire tout ce qui est les cadres de sécurité, les plans de sécurité, les audits de sécurité. Fait que c'est tous les gens qui font un peu la paperasse administrative afin que l'opérationnel puisse avoir des directives claires de quoi travailler puis de quoi sécuriser. Fait que, il y a plein de formations puis de certifications qui sont reconnues en gouvernance de l'information. Fait que la plus populaire, c'est le CISSP, offert par Easy Council. Ça, en gros, c'est une certification qui, comme je dis, c'est pas technique. C'est vraiment que de la théorie. Fait qu'en gros, c'est un examen papier. Un examen, ben, je dis papier, mais c'est à l'ordinateur, mais vraiment un examen où tu écris tes réponses puis que tu étudies pour. Fait que c'est plein de concepts de base de sécurité sur comment monter une architecture sécuritairement. C'est quoi une bonne politique de mot de passe? C'est quoi, mettons que tu veux construire un centre de données. Ben, c'est à quelle distance tu dois le mettre de la terre pour pas qu'il se fasse inonder si jamais il y a un refoulement d'eau. Tu as besoin de combien de détecteurs de fumée si ton espace fait 100 mètres carrés. C'est plein de concepts comme ça qu'on pense pas forcément, mais qui sont utile à savoir quand vient le temps de faire des analyses de sécurité pour un environnement. Après ça, tu as plein d'autres certifications de C-Council, le CISM, le CISA, qui sont un peu les petits frères du CSSP, ou que le CSSP englobe tout, puis le CSM, puis CISA viennent plus pointilleux dans certains domaines. Tu as le CEH. Le CEH, je l'ai mis dans la catégorie gouvernance. C'est une certification qui est un peu. Comment expliquer ça? Elle fait polémique un peu. Eux, ils se vendent comme une certification technique. Sauf que la réalité des faits, c'est que ça n'en est vraiment pas une. Puis qu'au-delà que ça n'en est pas une, c'est un peu mal vu sur un CV quand ta seule certification, c'est un CEH. Parce qu'il y en a plein par le passé qui ont obtenu cette certification-là en pensant que ça allait les aider à avoir un bon niveau technique, puis qu'ils sont arrivés dans les jobs, puis que ça faisait pas pantoute. Fait que c'est un peu rendu un meme dans la communauté que le CEH,
quand tu vois quelqu'un avec juste ça sur son CV, run, puis déchirer le CV, là. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans la partie gouvernance, parce que c'est pas inutile. Ça reste une certification qui est reconnue, ça fait des années qu'ils sont là, là. C'est début 2000, c'était dans les premiers à offrir des certifications, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas évolué avec le marché. Fait qu'ils ont encore le même principe que tu sais, c'est un examen papier, là. C'est juste des questions, tu n'as aucune partie technique à faire pour passer ton examen. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, mais ça donne un bon niveau, mettons, pour un gestionnaire qui voudrait comprendre ça ressemble à quoi un pen test. C'est le genre de certifications qui peuvent être pratiques parce que ça donne mettons, une bonne vue d'ensemble sur hey, ça ressemble à quoi un pen test, ça ressemble à quoi une opération Red Team quand on me parle de ça, etc. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis là-dessus. Sinon, tu as toutes les certifications de comme TIA Security Plus. Fait qu'il y en a plein, mais sur plein de domaines, un peu comme le CSSP. Fait que ce soit les audits de sécurité, la PRP. La PRP, c'est tout ce qui est classification des données publiques, voir si quelle donnée est confidentielle, quelle donnée est top secrète, quelle donnée est pas grave. Fait que voilà. Puis après ça, tu as plein de certifications pour certaines normes de sécurité. Fait que les normes de sécurité, c'est un autre concept. On n'est pas obligé de rentrer full en détail là-dessus, mais en gros, quand tu as un produit en informatique, tu peux le faire qualifier pour une norme. Fait qu'une norme, c'est comme un ensemble de critères qui assurent une certaine cohésion et sécurité de ton produit. Puis pour appliquer cette norme-là, ben, il faut que tu sois habilité à appliquer cette norme-là. Fait que d'où viennent les formations comme ISO 27001 Lead Implementer, ben, ça te permet d'être habilité à pouvoir dire oui, ce produit-là a sa norme ISO 27001. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. Ça peut être intéressant pour les gens justement qui aiment la gouvernance puis qui aiment faire des analyses de risque, des analyses de sécurité, fait que des audits de sécurité. Voilà. Bon, erreur à ne pas faire lorsqu'on veut s'enrôler dans une certification. Fait que la première, la plus importante, ce serait vraiment, comme je disais, de ne pas se tromper de champ d'expertise. Fait que là, tu sais, je vous ai fait une liste des certifications techniques, des certifications de gouvernance, mais trop souvent, les gens mélangent les deux puis pensent que ça va les aider dans leur cheminement de carrière alors qu'ils n'ont pas sont pas allés vers le bon champ d'expertise. Fait que, par exemple, ils vont aller chercher un CISSP alors qu'ils veulent faire du technique dans leur vie. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du pentest, mais ils vont chercher la première certification qu'ils cherchent en mode certification cybersécurité. Ça, ils tombent sur CISSP, ils s'inscrivent là-dedans en pensant que ça va les aider, mais non, parce que, comme j'ai expliqué, il y a une grosse différence entre la gouvernance d'information et l'opérationnel. Fait que la première erreur que je dirais, c'est de ne pas se tromper de champ d'expertise. Fait que si tu sais que toi, dans ta carrière, t'aimes pas ça la gouvernance, t'aimes pas ça la paperasse, tu veux faire de l'opérationnel, ben tu sais, dirige-toi vers une certification plus opérationnelle. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas se préparer convenablement. Comme j'ai dit, les certifications, ça coûte cher, ça prend du temps. Puis il faut pas prendre ça à la légère. Faut vraiment. C'est comparable en termes de charge de travail à un cours universitaire, là, je dirais. Là. Fait que tu sais, faut pas s'enrôler là-dedans en disant ça va être facile, puis genre, je vais passer ça au la main, puis je vais pas avoir à étudier. Les certifications, ça demande du temps, c'est des études, c'est de la pratique. Fait que faut pas prendre ça à la légère non plus. Puis un autre point qui est important aussi, c'est ne pas s'informer sur les conditions de chaque certification. Puis ça, c'est quelque chose que souvent les gens négligent, mais c'est pas toutes les certifications qui ont les mêmes conditions. Fait que, par exemple, ton CISSP, il faut que tu le renouvelles aux 3 ans. Puis il faut que tu payes à chaque année pour garder ton titre. Fait que ça, c'est le genre de choses que c'est important de s'informer avant parce que tu peux faire vite le saut quand une fois que tu as investi dedans, tu penses que ça te coûte 2000$, mais au final, c'est à chaque année, il faut que tu débourses un 100$ de plus pour garder ton titre. Puis aux 3 ans, il faut que tu repasses ton examen pour te requalifier. Ben, c'est des choses à prendre en compte. Fait que, il y a plein de conditions comme ça à lire. Puis ça, c'est quand vient le temps de s'enrôler puis de faire ses recherches, c'est juste prendre le temps puis avoir ça en tête qu'il y a certaines certifications c'est pas comme un bac là, où une fois que tu l'as, tu es qualifié à vie puis ton bac il expire jamais. Il y en a certaines qui expirent. Fait que c'est ça, je pense à l'OSCP qui ont changé récemment. Avant, il expire pas, mais en gros, maintenant, quand tu le passes, tu deviens avec un OSCP puis il faut que tu renouvelles ce statut-là aux 3 ans. Fait que c'est quand même un certain investissement à prendre en compte parce qu'il faut que tu repasses un examen aux 3 ans pour pouvoir prouver que tu es encore qualifié et que tu as encore les skills pour avoir cette certification-là. Fait que
D'un côté, c'est une bonne chose parce que ça montre aux employeurs que tu te tiens à jour puis que tu n'as pas juste passé cette certification-là il y a 20 ans puis que tu as tout oublié. Mais d'un autre côté, il faut être conscient de dans quoi on s'engage puis qu'est-ce que ça représente parce que c'est ça, il y a aussi des enjeux financiers reliés à ça, là. Fait que voilà. OK. Puis là, on passe plus dans la partie conseil pour comment rentrer dans le domaine puis avoir faire une job. Puis mon conseil principal, c'est arrêter de vouloir faire de la cybersécurité à tout prix. Je sais que ça sonne bizarre dit de même, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup de gens qui essaient de rentrer dans le domaine puis ils disent, moi, je veux faire de la sécurité dans la vie. C'est correct. Je pense que tout le monde ici est passionné de sécurité, tout le monde aime ça. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que avant de pouvoir faire de la cybersécurité, il faut comprendre c'est quoi l'informatique. Puis c'est ça souvent que les gens négligent quand ils viennent pour se former, c'est qu'ils vont tout de suite vouloir skipper la base pour tout de suite se lancer dans la cybersécurité puis hacker parce que c'est cool. Mais tu sais, il faut se remettre en contexte que la cybersécurité, c'est quand même assez récent comme domaine. Puis, il y a 20 ans, là, les gars qui faisaient de la cybersécurité, au final, là, ça n'existait pas le terme. Oui, ça existait le terme hacker, mais genre, les hackers de l'époque, là, c'était juste du monde qui prenait le temps de lire le fucking manuel de 118 pages de leur serveur IBM, puis qui comprenait comment ça fonctionnait, puis qui faisait ah, ben ça n'a pas rapport, pourquoi, genre, je peux juste faire ça. Fait que, tu sais, mon point, c'est que il n'y a rien de plus utile en cybersécurité qu'avoir une base crissement solide en TI, parce que ça te facilite tellement la vie après ça pour tout comprendre puis transférer tes skills. Puis tu sais, honnêtement, la plupart des gens que tu te rends compte qui sont calissement forts, c'est du monde que justement qui ont passé leur vie à comme avec des ordinateurs dans les mains puis à juste comprendre comment ça fonctionne un ordinateur puis comment ça fonctionne la réseautique, comment ça fonctionne le code. Fait que c'est pour ça que je dis mon conseil, c'est d'arrêter de vouloir faire la cybersécurité à tout prix. Oui, c'est le fun, se former pour hacker des choses, faire du hack de box, c'est super le fun. Mais c'est tellement plus simple quand tu pars d'une base solide en TI puis que tu comprends, tu sais, que tu as. Puis aussi une autre partie, c'est que souvent, mettons, je sais qu'au cégep, je dois en avoir une couple qui vient de la technique, là, tu sais, au cégep, on te fait choisir. C'est réseautique ou prog. C'est un des deux. Puis si tu choisis le cours de prog, tu as peut-être eu tes deux, trois cours de tronc commun, session 1 puis 2, où on te montre la base du réseau local. Mais après ça, tu ne touches plus jamais à la réseautique de ta vie. Jusqu'à temps que tu arrives, mettons, à l'université. Là. Mais si tu restes au cégep, tu n'auras jamais vu la réseautique de ta vie. Fait que ça, c'est une autre affaire à ne pas négliger. C'est qu'en cybersécurité, on touche à tout. On touche autant au réseau qu'à l'infrastructure, qu'à du code. Fait que, tu sais, si tu veux faire du red team, il faut que tu saches coder parce que tu n'auras pas le choix de développer des malwares. Mais tu n'auras aussi pas le choix de comprendre la réseautique parce qu'après ça, quand ton verre va rentrer dans le réseau, puis que tu ne sais pas comment ça communique mettons, un domaine controller, puis n'importe quoi, un poste client, ben, tu n'es pas plus avancé, là, tu pourras pas. Fait que c'est vraiment important d'avoir une bonne compréhension, genre all around, de c'est quoi l'informatique, puis comment ça fonctionne, puis se tenir à jour aussi dans les technologies qui sortent, parce que ça vous facilite tellement la vie là, pour quand tu commences après ça à être en sécurité. Là. C'est juste de comprendre ce que c'est quoi que tu fais, puis c'est quoi que ta machine fait, puis c'est quoi que ce protocole-là fait. Puis après ça, c'est tellement plus simple de juste trouver des manières de contourner ça. Là, parce qu'au final, c'est juste ça la job là, de cybersécurité, c'est comprendre, trouver là où que des humains ont fait des erreurs quand ils ont programmé ce protocole-là ou ce système-là. Là. La suite des conseils, bon, ça c'est plus encore une fois pour se trouver une job dans le domaine. Fait que mon premier conseil, c'est que il manque plus de ressources Blue Team que Red Team. Fait que ça c'est niaiseux, mais si jamais votre but c'est de vite avoir un point d'entrée dans le domaine, mais c'est souvent plus facile de commencer en tant que Blue Team qui est à se former après ça par la suite pour côté plus offensif. Mais au moins, tu as une entreprise puis tu as une opportunité d'apprentissage avec une job. Fait que c'est souvent plus simple de rentrer Blue Team que Red Team. Puis souvent, le côté Blue Team, tu peux plus facilement commencer à travailler avec moins de skills. Pas que c'est plus facile, mais c'est juste que la job se montre beaucoup mieux côté Blue Team que Red Team, puis plus rapidement. Fait que les employeurs sont souvent moins frileux à engager des gens plus juniors côté Blue Team que Red Team parce que ben c'est juste plus facile à former. Même chose pour le deuxième point, ne pas avoir peur de commencer plus bas, la confiance viendra après. C'est
Même si c'est pas exactement le poste que tu aurais voulu, ben souvent c'est mieux de commencer là, puis de juste se former, puis d'utiliser les opportunités qu'on va vous offrir à la job pour vous continuer à vous former. Troisième, préparez-vous pour vos entrevues. Fait que, tu sais, ça, c'est niaiseux, mais prendre le temps de réviser, euh, c'est quoi l'entreprise pour laquelle vous appliquez, puis quelque chose de niaiseux, mais qui est super simple à faire. Sur LinkedIn, c'est facile de tracer la stack trace quasiment complète de toutes les entreprises. Tu sais, dans le sens, tu vas sur leur LinkedIn, tu checkes les offres d'emploi qu'ils ont faites, tu vois qu'ils ont demandé un admin pour des BD Oracle, tu vois qu'ils ont demandé un admin pour un système Microsoft. Ben, tu le sais que dans leur entreprise, ils doivent utiliser du Microsoft puis du Oracle. Après ça, c'est facile pour te préparer aux questions d'entrevue. Tu sais au moins vers où réviser pour avoir des meilleures réponses à leurs affaires. C'est des affaires niaiseuses comme ça, mais que juste te renseigner, c'est tout open source. Là. Tu vas sur LinkedIn, c'est comme j'ai dit, ça, tu checkes les postes d'emploi qui ont ouvert, puis trois quarts des titres sont assez verboses. Là, fait que tu peux voir facilement c'est quoi qu'ils utilisent comme outil en interne, puis au moins te préparer en conséquence pour les questions. Puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est les compagnies qui ont besoin de nous, puis pas l'inverse. Je veux dire, on n'est pas beaucoup en cybersécurité, on est des ressources rares, puis le besoin est de plus en plus criant. Il manque de monde partout en sécurité, là, fait que faut pas avoir peur de porter ses couilles puis d'assumer notre valeur. Là, j'ai mis quelques questions d'exemples de questions d'entrevue que vous pouvez vous faire poser en entrevue, c'est ça. Fait que vous pouvez prendre le temps de regarder ça, mais fait que par exemple, quels sont les principaux types de cyberattaques auxquels un SOC doit faire face? Expliquer la différence entre un. Ok, tu veux expliquer la différence entre un risque, une menace, une vulnérabilité, quels sont les principes de base de la sécurité de l'information, c'est comment procéder pour investiguer. C'est des questions assez basiques, mais que c'est important de se préparer puis d'avoir des réponses prêtes pour ces basiques-là parce que des fois, sous le coup du stress ou quoi que ce soit, c'est facile de bégayer puis d'oublier les affaires. Fait que ça, c'est juste. Puis de toute façon, les slides, je vais vous les envoyer. Là, fait que Jean-Nicolas va pouvoir les mettre sur Discord. Là, fait que si vous jamais. C'est des questions très basiques, mais que je sais que nous, on pose tout le temps des questions semblables dans nos entrevues qu'on fait passer. Là, fait que voilà. Fait que je passe ça vite fait. Puis ça, c'est d'autres exemples de questions un peu plus techniques que nous, on pose, mettons, quand on fait passer des entrevues. Fait que ça ressemble à ça, le niveau des examens techniques. Là. Fait que ça vous donne une bonne idée de comment se préparer puis à quoi ça peut ressembler. Là. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que souvent, les gens qui vous font passer les entrevues, c'est pas tout le temps les gens les plus techniques dans l'entreprise. Là. Fait que voilà. Sinon, ça faisait pas mal le tour de ce que j'avais à vous jaser aujourd'hui. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, ben, je suis sur le Discord de CSIUL. Je sais pas comment vous prononcez, CSIUL. Ça, CSI, le CSI Laval. Fait que mon handle c'est .senec. Sinon, Zachary Mambray sur LinkedIn, ça va faire plaisir de répondre à vos questions. Il n'y a aucun stress. Puis je vous ai mis une liste de box, hack de box qui ressemble un peu à l'OSCP de OffSec. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, toutes celles-là, c'est toutes des box que j'avais faites pour me préparer personnellement à mon examen. Là, fait que voilà. Alright. Merci à Zachary. Merci.